Bonsoir à tous. Je pense que le son est bon. Vous êtes actuellement 17. Merci d'être là. Alors, c'est une première pour moi. J'ai un petit peu de décalage. On va voir si j'ai accès aux commentaires. Enfin, pour moi, normalement, tout est OK. Dites-moi si le son n'est pas trop fort, si ça va. Je vois un pouce. OK. OK, Ludovic a commenté un statut. Est-ce que c'est la vidéo? Non, c'est un statut. Bon, je vais me lancer. Attention, ta. On va laisser passer le joli bateau. Pour info, c'est un point de vue du phare du bout du monde à La Rochelle, où j'ai eu la chance de séjourner pendant 24 heures. J'étais le gardien du phare du bout du monde. Hello! Alors, j'ai toujours pas accès aux commentaires. Vérifions. Ah si, là je les ai. Super. Bon, ben on va pouvoir démarrer. Alors bonsoir Richard, Coccinelle, Martine, Nathalie, Hélène, Mathilde, Sophie et Ludo. Donc comme promis, c'est un cours sur les bases de la photographie et c'est accessible à tous. Je coupe le retour son parce que ça me dérange. Je ne sais pas comment font les streamers professionnels. Voilà, c'est mieux pour moi. Donc les bases de la photographie. euh, L'objectif de ce moment partagé ensemble en direct, ça va être de voir, de balayer quelques bases euh, et de rester assez généraliste pour que ça puisse rester accessible à tout le monde, parce qu'on n'est pas tous équipés pareil. Et dans cette mesure, il y a plein de choses qui ne seront pas abordées forcément, mais c'est une première, on va bien voir. Après, dans vos commentaires, j'essaierai de réagir directement pour corriger le tir s'il le faut. Donc, les bases de la photographie, déjà, pour démarrer, on se pose toujours la question du type de photographe qu'on peut être. Et sans se mentir, on peut dire qu'il y a autant de photographes que de personnes. Donc, si on fait deux grandes catégories, on peut dire que on est soit photographe parking, c'est-à-dire que on maîtrise la technique, on maîtrise la technologie, on maîtrise le boîtier, on maîtrise la photographie d'un point de vue physique. Par contre, on n'a pas forcément d'inspiration artistique, on n'a pas l'œil. Donc ça, c'est une catégorie de photographes, les photographes parking, super bien équipés, à la pointe, mais pas toujours très inspirés. La deuxième catégorie, ce sont les photographes que je qualifierais de photographes sur pilotis. Eux n'ont aucune base, par contre, ils ont un œil. Et l'objet de ce soir, soit vous êtes dans une catégorie ou dans l'autre, ou un peu des deux, ça va être d'améliorer les deux facettes. D'enrichir votre socle technique et de choper des idées, de l'inspiration pour vos pratiques photographiques. Donc je vérifie simplement les commentaires. Ok, il y a Ludovic, Guillaume, Cathy. Salut Cathy. Pas de questions sur cet aspect-là pour le moment, donc on va pouvoir continuer. Alors, en photographie, la première chose à évoquer, peu importe l'appareil photo, que ce soit un smartphone, un réflexe, un mirrorless, un hybride, on part de ce qu'on appelle la chambre noire. La chambre noire, ça date de la nuit des temps, ça existe, je dirais, presque depuis toujours. C'était utilisé par les peintres. Le principe, on prend une boîte fermée et on fait un petit trou d'un côté de cette boîte qu'on appelle un sténopé. On le voit sur ce schéma, alors je ne sais pas si on verra mon curseur, il est blanc, j'aurais dû prendre une autre couleur, mais là il y a ce petit trou, ce sténopé,
qui laisse passer la lumière. Et qu'est-ce qu'on observe sur la face opposée au sténopé? La formation d'une image, alors à l'envers, certes, mais on peut faire apparaître l'image qui passe par le sténopé sur une surface. On peut le faire à la maison, hein, cette chambre noire, là on a une installation pour un peintre du XVIIIe siècle, j'imagine, peut-être même avant, assez grande, mais vous prenez une boîte à chaussures, vous percez un trou avec une aiguille chauffée à blanc, et de l'autre côté vous mettez du papier calque, et ben vous verrez une image se former à l'envers sur cette surface de calque. C'est une technique qui a été beaucoup utilisée. Euh, on peut l'observer à différents degrés. Bref, partons du principe qu'on prend une boîte noire, qu'on appelle une chambre noire, la caméra obscura, un petit trou et qu'une image se forme. On va voir ça plus en détail, de manière un peu schématique. Donc, cette boîte, cette chambre noire, on va l'appeler le boîtier. La surface qui accueille l'image qui se forme, ça va être soit un film, soit aujourd'hui un capteur. Alors ce soir, je ne parlerai pas de chimie, je ne parlerai pas de comment on fait pour figer une image une fois qu'elle est formée sur une surface. C'est tout un pan conséquent à aborder et c'est pas l'intérêt ce soir. Notez qu'on peut fixer une image. Alors si je continue, devant le sténopé, on peut placer une sorte de fût qu'on va appeler un objectif. Ce fût, on peut l'équiper d'une loupe, d'une optique, d'un morceau de verre, d'un système optique. Alors là, il est au bout du fût, mais il faut bien penser que dans un objectif, on peut avoir tout un système qui rentre dans le fût. Tout le monde suit. Je vérifie à nouveau les commentaires. Ok, personne ne réagit plus que ça, donc ça veut dire que ça suit. On continue. Maintenant, imaginez que vous placez une sorte de robinet qu'on va appeler un diaphragme, c'est la partie en rouge sur mon schéma, qui peut agrandir ou rapetisser le trou, le sténopé. En général, il est entre l'objectif et le boîtier. J'ai fait un petit schéma d'un diaphragme qui s'ouvre et qui se ferme. Donc là, on a une vue plus de face de ce diaphragme. Donc imaginez voilà, qu'on peut agrandir ou rapetisser ce sténopé, ce petit trou, grâce au diaphragme. Ce sont des lamelles qui bougent, c'est assez simple, on comprend sur le schéma. Maintenant, on rajoute un autre élément, un autre obstacle en rouge à droite, qu'on va appeler un obturateur. Là, pas la peine d'être trop technique, un obturateur, on peut dire que c'est une sorte de rideau qui s'ouvre et qui se ferme. Alors pas comme le diaphragme, plus comme ça. C'est vraiment quelque chose qui va permettre de laisser passer la lumière ou non de manière, enfin, on-off, comme un rideau. C'est un rideau, voilà. Imaginez que c'est un rideau. Donc, maintenant, je vous mets le parcours de la lumière qui passe à travers l'optique, puis l'objectif, puis à travers ce diaphragme, plus ou moins grand, plus ou moins ouvert, puis le trou, le sténopé. Et là, l'image s'inverse pour aller rencontrer l'obturateur qui, s'il est abaissé tel un rideau, un volet, une porte, ne laissera pas passer la lumière vers la surface qui va accueillir l'image. Et si l'obturateur, le rideau est ouvert, la surface va accueillir l'image qui se forme. Bon, est-ce que tout le monde suit? J'imagine que oui. On va un petit peu simplifier tout ça. J'enlève la gravure et là, on a le schéma d'un appareil photographique. Il y a différentes technologies. Aujourd'hui, on peut un peu plus détailler les choses et c'est assez simpliste. Mais en gros, pour avoir un appareil photographique, c'est ce système-là qui est en place depuis plusieurs siècles et constamment en amélioration. Mais la base, elle est là. Alors pourquoi je parle de ces schémas je pense que certains ont dû fuir. Je ne sais pas combien on est maintenant, il faudrait que je vérifie. 20, non ça va, vous n'êtes pas encore parti.
vous ne pouvez pas dire je veux apprendre la photographie sans lire la notice quelque part, enfin sans vous intéresser un minimum. Il y a un peu de vocabulaire, c'est vrai. Euh, il peut y en avoir beaucoup plus. J'ai essayé de faire le plus simple possible parce que ces termes-là que vous voyez, lumière naturellement, optique, diaphragme, objectif, boîtier, film, capteur, obturateur, vont revenir. Et c'est important de savoir de quoi on parle. Souvent, on confond les termes entre eux. La première chose à pas faire, c'est de confondre un diaphragme et un obturateur. C'est pas pareil. Même si il existe des diaphragmes obturateurs qui jouent les deux rôles. C'est vrai que ces deux systèmes rouges là, en doublon, on peut imaginer, une fois que le diaphragme est complètement fermé, bah, il est comme un obturateur, il laisse pas passer la lumière. Ça existe, ça a existé. C'est pas le propos ce soir. On avance. En bas apparaît un terme important qu'on appelle la distance focale. Alors, la distance focale, on va faire simple, c'est la distance entre le plan optique, là, le bout de votre objectif, et l'endroit où l'image se forme, le capteur. Si je prends un appareil photographique magique qui est l'œil humain, la distance focale de l'œil humain est d'environ 50 mm, si je schématise. C'est-à-dire que la distance physique entre votre pupille, votre objectif, et votre capteur, votre rétine, alors je tourne la tête, est d'environ 5 cm. C'est la focale humaine. Donc distance focale, c'est lié à la taille de l'objectif, hein, c'est vraiment cette distance entre le verre, la lentille et le capteur. Ça doit faire 12 fois que je dis distance, c'est pas grave. Ok. Tout fonctionne toujours, parfait. Alors, on enchaîne. Je parlais de distance focale, c'est l'occasion de parler de ce qu'on appelle la focale. La focale, c'est la distance focale, c'est l'objectif, c'est la taille de votre objectif. Alors, là, on voit pas trop sur quelle focale on est. Il faut que je me pousse un peu. Hein, tac, voilà. Tadam, on est à 17 mm. C'est-à-dire que dans cette photographie, réalisée à New York, la distance focale, la distance entre l'optique et mon capteur est de 17 mm. On est dans ce qu'on appelle un objectif grand angle. Et là, le champ de vision, vous le voyez, il est assez large. Le grand angle, une courte focale, ça vous donne un effet vraiment, un point de vue assez large. On va un petit peu zoomer, on va avancer. Allez, je passe à 29 mm. Bah, vous voyez que c'est comme si on s'était un peu avancé dans l'image. Ensuite, on va encore avancer. Allez, soyons fous, 40 mm. On est toujours en grand angle. Quand on est sur une distance focale qui est inférieure à 50 mm, on parle de grand angle. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais l'effet d'un objectif grand angle que l'on utilise va être de prendre du recul par rapport au paysage, de voir plus large que normalement. Et quand on passe aux 50 mm, là, c'est presque comme si je prenais une photo avec mes yeux. C'est les mêmes proportions, la même taille, il n'y a pas de recul ou de grossissement. Maintenant, on bascule de l'autre côté, on va au-dessus de 50 mm, on avance encore, 88 mm, on est dans la gamme téléobjectif. Et ainsi de suite, je peux continuer. 138 mm, toujours téléobjectif, de toute façon ce sera toujours téléobjectif dans cette gamme au-delà de 50 mm. Vous voyez qu'il y a un effet jumelle, un effet grossissement. Et là je suis à 200 mm. Donc vous voyez quand même qu'entre ça à 200 mm et ce que j'avais au tout début à 17 mm, il y a une différence. C'est pas la même photo. C'est le même endroit, le même appareil photo, mais l'objectif utilisé est différent et on n'a pas le même rendu. Donc ça, c'est déjà techniquement la gamme d'objectifs que l'on a, le zoom que l'on a, un élément capital pour le cadrage de ces images. Communément, il y a plusieurs types d'objectifs. Il y a les zooms qui vont permettre de balayer certaines focales, donc de, je sais pas, les zooms grand angle de 17 à 40 mm, ou les zooms téléobjectifs de 70 à 200 mm. Il y a aussi des focales fixes, des objectifs qui ne sont pas zoom, qui sont figés. On dit souvent que on photographie avec ses pieds.
Je veux dire par là que plutôt que de jouer les feignants et de zoomer, dézoomer par rapport à un cadrage souhaité, il vaut mieux avancer et reculer, bouger. Euh, les meilleures photographies sont souvent celles qui sont faites au plus près. C'est une célèbre citation. Il y a un élément que je ne vous ai pas donné dans cette histoire de focale, c'est la taille du capteur. Le... Salut Muriel, pas de souci si t'es en retard. Le capteur que j'évoque là, pour avoir ces rapports d'échelle, sa taille c'est de 24 par 36 mm. C'était la taille des pellicules à l'époque de l'argentique. Et c'est sur cette base-là que on parle de grand angle, de téléobjectif, de rapport de grossissement. Bref, je ne veux pas vous perdre avec ça. Retenez que la focale, si on la change, ça a un impact. Et avancer ou reculer, pareil, ça a un impact. Alors, avançons. Maintenant qu'on a évoqué la focale, un petit schéma pour vous montrer les nuances d'angle de vision en fonction des focales. Donc vous voyez, quand on est à 8 mm ici, là, ce qu'on appelle un fisheye, tellement c'est petit, tellement c'est un très grand angle, l'angle de vision, il est de, ici, ils disent 180 degrés. On voit comme une mouche, limite, enfin, on voit de manière panoramique. Plus je vais vers la droite, plus j'augmente ma focale, plus le champ de vision se restreint. 94 degrés, 63 degrés, 46. Et quand je suis en zoom téléobjectif puissant, 200 mm et même au-delà, là on n'a plus que 12 degrés de vision. Ce serait bien de savoir si on a un médecin ou quelqu'un de la santé dans le direct pour nous dire quel est le champ de vision humain. Je ne sais pas du tout, à vérifier, je pourrais le faire en direct là, mais on va se garder ça pour plus tard. Donc ça c'était la focale. Alors un petit gif animé sympathique retrouvé sur le web. En portrait, voilà une image qui a été faite avec différentes focales, différents objectifs. À chaque fois qu'on a utilisé une focale particulière, on s'est arrangé pour avancer ou reculer par rapport au sujet pour ne pas qu'il devienne plus petit ou plus grand. Mais qu'est-ce qu'on observe? Une grosse déformation. Et c'est pour ça que il y a des objectifs, des focales qui sont plus ou moins appropriés pour le portrait. Vous avez un ami, un enfant, quelqu'un que vous voulez mettre en valeur. En général, le portrait, on le fait plutôt en téléobjectif. À partir de 70 mm, c'est mieux parce que, on le voit hein, là-dessus, ça donne un joli fond. Il n'y a pas trop de déformation. Alors que si vous prenez un très grand angle ou un ultra grand angle et que vous mettez très près, ça va déformer le visage de manière presque monstrueuse. Ça peut être intéressant, on peut rechercher cet effet-là, pourquoi pas. Il faut jamais perdre de vue que c'est pas l'appareil photo qui a le contrôle, c'est vous. Donc le choix de sa focale en fonction de son sujet, quand on a le temps et l'équipement, c'est important. J'ai beaucoup entendu parler de photographes amateurs qui voulaient un objectif universel. Un gros zoom qui ferait du grand angle jusqu'au téléobjectif à 17-200 mm. Alors oui, pourquoi pas, parce que ça peut être usant de transporter tous ces objectifs, ça peut être encombrant, tout le temps changer, choisir, et puis si on a tout en un, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier une chose, le système sera moins performant parce que quand on mettrait ce zoom imaginaire de 17-200 mm sur la focale, je ne sais pas, 19 mm, peut-être ce serait beaucoup moins performant à 19 mm que 20 parce que l'élément est aussi bon que le plus mauvais des éléments de la chaîne. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça. Euh, Il y a un bateau derrière moi, c'est normal. Alors, petit point dans les commentaires. Il y a Muriel Viala qui... Ah, on a une réponse sur les champs de vision. Hélène dit 180 sans bouger degrés, mais 60 mètres. C'est vrai que les bords sont flous avec la vision humaine. Vous avez raison. On a un optométriste. Guillaume, tu travailles avec un opticien ou tu es toi-même opticien ou tu fais que les verres peut-être, ça m'intéresse. Bon, tout ça est passionnant. J'espère que vous avez compris les grands principes de ces histoires de focale. On va avancer. Alors, comment jouer avec ça? Ben là, un exemple, c'est une photo que j'ai dû faire en 2013 à Cognac, au festival Boost Passion. Un artisan qui fabrique des
alors je sais plus comment ça s'appelle, des guitares africaines avec une... mince, le mot m'échappe, une calebasse. euh, L'impressionnant, enfin l'instrument est déjà impressionnant en soi. Le fait de le prendre au très grand angle de très près donne une espèce de perspective où on a l'impression que le truc est immense. Et c'est le but recherché. Donc, un grand angle peut être utilisé dans ce cas-là pour exagérer les proportions à dessein. Vous voyez? On passe à une autre exploitation de focale. Là, rien à voir, je suis à l'extrême opposé de, comment dire, de la gamme des focales. Je suis au 400 mm. Et c'est pas du tout le même effet. Quand on prend un téléobjectif, sa propriété, c'est d'écraser les perspectives. C'est-à-dire que, bien évidemment, la Lune, et là, je parle aux fans d'astronomie qui sont avec nous ce soir, n'a jamais été aussi grosse. C'est un effet d'optique, c'est-à-dire que le fait de zoomer comme ça et d'être loin de ce clocher, d'ailleurs, c'est l'église où je me suis marié il y a 10 ans, chérie, je t'aime, euh, là, on utilise un objectif particulier pour avoir un effet spécial, direct. Il n'y a pas besoin de tricher. Alors des fois, on peut faire des montages, etc. Mais là, en l'occurrence, un bon téléobjectif vous permet de faire ça bien placé. Vous pouvez écraser les perspectives et avoir cet effet-là. Alors là, bien évidemment, j'avais calculé mon coût. Je savais que la Lune serait là à cette heure-ci. J'avais prévu les choses. Elle va vite, hein. Quand on est en téléobjectif, avec 12 degrés, voire moins d'angle de vision, les choses vont très vite. Il faut être rapide. Ici, c'est une focale au 50 mm. Rappelez-vous ce que j'appelle la vision humaine. Pas de déformation, c'est presque naturel. Donc c'est comme si je photographiais avec mon œil, même proportion, et cette immersion, c'était au passage, je ne sais plus comment il s'appelle, à Nantes, il n'y en a qu'un, un célèbre passage couvert, Champclérot, Champommier, je ne sais plus, bref. Euh, le tailleur, avec ma stature, j'ai du mal à être discret, aurait pu me remarquer, mais encore plus avec un gros appareil photo là, avec mon petit 50 mm, il m'a pas vu. Et il y a un côté très intimiste, c'est ce que j'ai essayé de faire ressortir dans cette image. Euh, voilà, c'est une histoire, tout est une histoire de proportion. Alors il y a des exercices intéressants quand on a plusieurs objectifs, quand on a la chance d'en avoir plusieurs. Il est bien parfois de s'entraîner en mode dégradé. Donc, c'est-à-dire que plutôt que d'emmener tout l'arsenal, on ne prend qu'un seul objectif et on l'expérimente, on le teste, on avance, on recule. Essayez de prendre un 50 mm si vous en avez un. Euh, Vous verrez que on peut être surpris parce que le rapport d'échelle est particulier et il n'y a pas assez de place. Des fois, on est obligé de reculer pour pouvoir faire certaines images. Enfin, c'est bien des fois de travailler comme ça, en ayant oui, passage Pommeret, en ayant un choix restreint. Voilà. On va avancer sur la suite. Le son marche toujours. Ok. Alors, la lumière. Oui, parce que c'est important. Photographe veut dire étymologiquement photo, lumière, graphe, écrire. Donc, on écrit avec la lumière. C'est notre matière. Et souvent, quand je discute avec des stagiaires débutants, euh, ils ne voient pas, enfin, c'est pas volontaire, ou alors ils ne regardent pas, il y a peut-être un manque d'intention. Déjà, la lumière, avant de vouloir la fixer, la saisir, il faut l'observer. Et il y a différentes sortes de lumière, bien évidemment. Il y a différentes sources de lumière, il y a différentes ambiances. Enfin, vous conviendrez que la lumière du matin n'est pas la même que celle du soir. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Euh, donc déjà, avant toute chose, pour bien appréhender cette notion de lumière, il faut essayer de la photographier avec ses yeux, de l'observer, de l'apprivoiser. Et c'est pas forcément évident. C'est comme si je vous demandais de dessiner ce que vous voyez. Il faut avoir un certain talent, euh, mais il y a certaines bases en lumière qui sont assez faciles d'accès. Là, par exemple, alors c'est loin, c'est en République dominicaine, la lumière est dure. On le voit, hein, les ombres sont fortes. Les détails sur les murs sont mis en valeur parce que la lumière doit être rasante. Je ne sais plus quelle heure il est, mais à mon avis, milieu d'après-midi, quelque chose comme ça. Il y a différentes ambiances. Il y a l'extérieur très très lumineux, l'intérieur qui l'est moins. Donc, comment réussir une photo avec toutes ces lumières différentes, c'est ce qu'on va essayer de voir. Voilà, je parlais de la lumière d'hiver. Exemple, on est dans un contre-jour, c'est dans notre beau marais Poitevin.
Je sais pas quel est ce phénomène naturel des toiles d'araignée dans nos prairies, mais c'est très joli à contre-jour. Contre-jour, c'est quand la lumière est en face de vous. Donc il faut savoir exploiter ça. Alors, est-ce que j'ai des commentaires? Non. Alors, la fameuse Golden Hour. Ça, c'est sur l'île d'Oléron. C'est simplement au niveau du coucher du soleil, on a une lumière dorée. C'est assez bref comme instant, mais si on sait en profiter, en tirer parti, ça peut donner des choses sympathiques. C'est une lumière qui est très rasante, qui est très douce, qui met en valeur vos paysages, vos portraits, vos sujets. Euh, la fameuse Golden Hour, voilà, à exploiter. Alors, il y a une chose que je n'ai pas détaillée ici. On peut tricher un peu. En post-traitement, en retouche de photo, on peut changer la température de couleur de la lumière. On peut changer différents effets, mais le faire a posteriori, c'est un peu illogique, pas très facile, et il vaut mieux profiter d'une bonne base photographique à la prise de vue plutôt que d'essayer de rattraper les choses par la suite. Et il faut essayer de privilégier le côté naturel le plus possible pour vraiment, comment dire, voilà, la plus belle lumière pour Hélène, la Golden Hour. Bon, voilà, il y en a plein d'autres. On va passer à autre chose. Il y a aussi des lumières artificielles. Là, en l'occurrence, c'est la lumière du feu. Donc, vous voyez, elle est pas dans le même doré que la lumière, la golden hour du soleil du soir, du crépuscule, plus intimiste, plus chaude. Voilà, la température de couleur, vous le savez, enfin, quand vous achetez des ampoules, on peut choisir une température de couleur froide ou chaude. On parle vraiment de température de couleur pour la lumière. Donc le feu peut donner de, de- 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 de bons rendus. C'était un mariage en hiver assez rare. Voilà. On dit toujours que on ne peut pas, on ne doit pas photographier à midi. C'est pas bien, c'est trop violent. Alors c'est vrai que c'est rude, hein. La lumière de midi en été. Déjà vos sujets ils ferment les yeux, les ombres sont très dures, elles sont zénithales. Là, c'était à midi, je pense. Ça doit être à Notre-Dame-des-Monts ou par là-bas, enfin sur nos belles côtes vendéennes, une séance d'engagement avec un couple avant son mariage. Il tenait à cet endroit et il n'y avait pas d'autre endroit. Et finalement, je me suis dit, bon, comment composer si je les mets sur la plage? On l'a fait, hein, bien sûr. Après, il faut savoir réussir sa photo et ses réglages pour que l'image ne soit pas toute blanche, toute cramée, comme on dit. Oui, comme dit Muriel, être authentique avec la lumière naturelle, c'est quelque chose qui est vraiment jouissif quand on y arrive. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut composer avec cette lumière. Il faut essayer de la maîtriser, de l'apprivoiser pour en tirer parti. Donc là, si je reviens sur cette image, lumière forte, eh ben, j'ai trouvé un peu d'ombre. D'ailleurs, si vous regardez, voilà, l'ombre portée des petits cabanons au sol, au-delà de la symétrie de l'image, euh, on voit que le soleil est très haut. Le fait de les mettre dans cet endroit très sombre les met encore plus en valeur et j'ai réussi à préserver, j'imagine, quand même la clarté ambiante générale. Voilà, le fait de les avoir mis là à l'ombre m'a permis. Alors j'ai un peu triché, j'ai surexposé localement parce qu'ils étaient tout à fait dans l'ombre, c'est vrai, mais tout ça pour dire que n'écoutez pas ce qu'on vous dit, tentez, essayez. Ça se trouve, vous allez kiffer les lumières rudes, directes, et réussir à faire des miracles avec ça. Chacun va préférer certaines lumières. Hélène aime bien la Golden Hour. Ludovic, oui, avec qui on a expérimenté le feu, préfère le feu. Voilà, tous les goûts sont dans la nature, éclatez-vous. Alors, la lumière en portrait. Qui connaît cette peinture, ce détail de peinture? Bon, si j'attends le résultat dans les commentaires, avec le décalage que j'ai, ça risque d'être long. C'est pas très grave. Bon, je vous donne la réponse. C'est un peintre hollandais, Vermeer de Delft. Jeune fille à la perle, mais il y a aussi eu la laitière, il en a fait plein. Peintre du 17e, je crois. Enfin, lui est un maître de la lumière. Il a réussi à exploiter la lumière d'une manière naturelle, un peu comme dit Muriel, d'une manière assez simple. La lumière de Vermeer, c'est quoi? Là, je suis désolé, c'est un peu d'histoire de l'art, mais c'est important de s'y intéresser. Déjà, quand vous voulez savoir quelle est l'installation lumineuse utilisée pour la photographie, bon là c'est une peinture, mais on s'en fout, on va dire que c'est une photo. Alors nul en peinture, non Guillaume, tu vas voir, j'espère que mes mots vont éclairer euh, le propos que je cherche à tenir. Si on regarde dans
l'œil de cette jeune fille, on voit un point lumineux unique, un peu de côté, là, enfin, là. Et surtout, donc ça veut dire qu'il y a une seule source de lumière, déjà. Sinon, on aurait plusieurs points lumineux dans les yeux. Il y a une seule source de lumière. Et cette source de lumière, c'est ni plus ni moins qu'une fenêtre. C'est la lumière d'une fenêtre positionnée à 45 degrés devant le modèle. C'est-à-dire que c'est comme, imaginez, je suis la jeune fille à la perle. Alors, je veux voir si j'arrive à faire la jeune fille. Alors, c'est comme ça. Ouais, voilà. Non, je me trompe. C'est plus comme ça. Oui. Donc, je fais la jeune fille à la perle. Et voilà, j'ai un setup. J'ai une lumière là qui est ici. Alors, est-ce que je peux la bouger un petit peu, mais pas tant que ça. Vous voyez, en fonction de quand je tourne le visage, la lumière ne m'attaque pas de la même manière que là ou là. Bref, cette lumière à 45 degrés va générer ce qu'on appelle un modelé sur le visage. En gros, si vous prenez un éclairage de face dans la gueule, même effet que les phares sur des lapins dans la nuit, ils sont tout pâles, tout blancs, tout écrasés, fromage blanc, moche, enfin moche, particulier de face. Quand la lumière bouge un peu de côté, là, une fenêtre à 45 degrés, on a plus de volume, plus de modelé. Et on le voit sur l'ombre portée de ce visage, c'est doux, c'est harmonieux, c'est beau. Et surtout, maintenant on va évoquer une notion importante, le triangle de Vermeer. C'est quoi le triangle de Vermeer? Regardez le nez, on a cette petite ombre portée, et l'éclairage est parfait quand cette ombre portée n'est pas trop importante, ni trop petite, bien placée, voilà. Donc cet éclairage simple de portrait, on peut l'appliquer en photo. La preuve, je l'ai fait avec mon adorable fille. Alors, c'est sûr, c'est pas la jeune fille à la perle, c'est pas tout à fait le même setup, mais essayez, avec cette belle lumière d'hiver, de positionner vos sujets à 45 degrés face à une fenêtre, vous vous mettez le long de la fenêtre, vous tentez des trucs, vous allez voir, ça vaut tous les studios, c'est beau, c'est simple. Après, on peut compliquer la tâche, on peut rajouter d'autres sources de lumière, des réflecteurs, que sais-je, plein de choses. Mais faites simple, et vous verrez, on y gagne beaucoup. Alors j'espère que Guillaume, j'ai été plus clair. Voilà, petit passage histoire de l'art. C'est important de ne pas oublier ça, parce que d'autres avant nous ont testé plein de choses, et bref. Alors ce que j'évoquais, alors, je suis pas du tout narcissique, mais j'avais pas de modèle à l'époque, j'imagine, et j'ai essayé sur moi, j'ai fait l'auto-cobaye. Là, un GIF animé qui fait un peu peur, où j'ai juste varié la position de mes sources de lumière. C'est mon studio, j'ai mis différents effets, euh, des lumières dures, des lumières adoucies par ce qu'on appelle des modeleurs, des boîtes à lumière, des parapluies, que sais-je, enfin plein de choses. J'ai testé des trucs et qu'est-ce que j'ai constaté? Déjà, il y a certaines images, le fameux triangle de Vermeer à l'ombre portée du nez, c'est carrément moche, ça fait même peur. Euh, Si vous mettez la lumière par en dessous, c'est Halloween. Enfin, il y a tellement de variantes possibles que jouer avec la lumière, modifier un peu l'angle de son sujet, sa position, on obtient des résultats complètement différents. Rien que cette partie-là, l'éclairage, la mise en lumière mériterait un cours à elle seule. Bon, on va changer de diapo parce que vous allez avoir peur. On a l'impression que je suis un repris de justice. Ah oui, si, il y a quand même un truc que je voudrais dire. Regardez mes pupilles. Vous voyez, des fois, il y a deux points lumineux. C'est juste que j'ai utilisé deux sources lumineuses. On peut même voir parfois des petites étoiles, c'est mes parapluies. Quand il y en a une seule, c'est une seule source. Bon. Expérimenter pour pouvoir réussir. Alors, on va passer à un point après la lumière important qu'on appelle l'exposition. Donc l'exposition, comment la définir? C'est la quantité de lumière que vous allez accueillir sur votre capteur. Voilà, je ne peux pas être plus clair, plus concis. L'exposition correspond oui, à cette matière lumineuse qui va aller dans votre appareil photo. Là, vous avez trois images. À gauche, elle est très sombre, on parle de sous-exposition. Il n'y a pas assez de lumière, même si ça pourrait être un parti pris. Je peux décider de faire des images sombres et d'aimer ça, et n'oubliez pas un truc, c'est vous qui décidez, pas l'appareil. Donc là, l'image à gauche, elle est sous-exposée. L'image
du milieu, on dit qu'elle est bien exposée, et celle de droite, toute blanche, elle est surexposée. Alors vous l'avez peut-être pas remarqué, mais en haut, c'est tout petit, mais on le voit un petit peu, nous avons ce qu'on appelle des histogrammes. Ok? Ces histogrammes ont en général une forme de... Alors je ne sais plus en mathématiques comment ça s'appelle, de chapeau de Napoléon. Une belle gaussienne, je crois. Donc là, vous voyez, je suis sur le petit histogramme bonne exposition. On a l'ensemble du spectre. Alors ce qu'il faut savoir sur un histogramme, et ça, on peut y accéder même sur les téléphones, je crois. L'histogramme d'une image, on le consulte, hein, c'est important. Des fois, même quand on est sur nos rétro-écrans, enfin sur les écrans derrière, euh, il y a trop de soleil, on n'arrive pas à voir comment est la photo en termes d'exposition. Alors que quand on consulte l'histogramme, on a tout de suite un indice sur est-ce que je suis bien exposé, surexposé, sous-exposé. Alors, il y a Julie qui me dit qu'elle est normale. Parce que oui, Muriel dit qu'on peut faire plus vieux ou plus jeune. Oui, c'est vrai, ça change ça aussi. Donc j'ai un peu de décalage, c'est pas très grave. Revenons à nos histogrammes. Ce que je veux que vous puissiez retenir là, c'est que il y a une limite à droite et à gauche. Dans la partie gauche de l'histogramme, c'est ce qu'on appelle la zone des basses lumières. La partie à droite, c'est la zone des hautes lumières. Autrement dit, les noirs sont à gauche, les blancs sont à droite, si vous voulez. Et les gris vont être au milieu. On le voit bien, hein, regardez. Voilà, Julie me dit la loi normale. Ah oui, la loi de Gauss. Voilà, une gaussienne. Donc, l'image à droite qui est toute blanche, qu'est-ce qu'on voit sur l'histogramme? Qu'il est complètement à droite. C'est normal. Il n'y a pas de noir dans cette image. Donc forcément, il est à droite et on a plutôt des informations lumineuses sur cette partie haute lumière, lumière blanche. Alors que l'image toute noire, on a plutôt un diagramme, un histogramme sur la gauche. Donc ça veut dire que oui, on a très peu de blanc, voire pas du tout, et beaucoup de noir. Alors on va un petit peu avancer. Yes, ça marche. Une vidéo directement de mon logiciel de développement photo, Lightroom. Alors c'est rigolo, Lightroom veut dire en anglais chambre claire. Tout à l'heure on parlait de chambre noire. Bref. Là, je balaye le spectre de cette image d'une exposition de -5 à +5. Ça vous parlera plus tard. Mais on le voit, le petit histogramme en haut à droite. Vous voyez, quand je fais varier mon curseur d'exposition, après la prise de vue, hein, je peux jouer là-dessus, on peut le faire à la prise de vue, mais aussi après, ben, on voit que l'image s'éclaircit ou s'assombrit en fonction de la direction où je vais. Et je veux que vous reteniez qu'un histogramme, c'est dynamique. Il est là. En fait, il est tout le temps là. La gaussienne, l'objet que vous photographiez, il a son propre histogramme. Et vous, avec votre appareil photo, ce que vous faites, c'est vraiment... Alors là, il faut que je vois si on me voit à l'image. Oui, on me voit. Vous visez. Et par rapport à l'histogramme, vous êtes un peu à droite, un peu à gauche. Enfin, vraiment, on est là. J'ai fait un petit schéma un peu plus clair qui est ici. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est le même histogramme sur les trois parties, en haut, au milieu, en bas. Mais, alors regardez pas les métadonnées ISO 400, 100 mm, ça c'est des conneries, mais retenez le cadre de visée, c'est la fenêtre du capteur. C'est-à-dire que votre capteur, il a des limites. Votre capteur est capable d'être sensible aux hautes lumières très cramées, très blanches, jusqu'à un certain point. Au-delà, quand on est en dehors du cadre, c'est perdu. Si vous avez des informations qui ont été captées en dehors de l'histogramme, elles ont disparu, elles sont irrécupérables. Pareil à gauche, dans les noirs, noir c'est noir, comme le chantait l'autre. Donc il faut bien viser pour avoir une bonne exposition et pas galérer ensuite à récupérer des choses qui ont disparu. Parce que le capteur a ses limites. Et le meilleur capteur au monde, est-ce que vous savez quel est ce capteur? Je vous le donne en mille, forcément. C'est l'œil humain. On a une dynamique de capteurs dans l'œil humain qui est assez phénoménale et je ne crois pas qu'un seul appareil photo aujourd'hui à ce jour soit capable de rivaliser avec l'œil humain en termes de largeur de spectre. Voilà. Donc cet histogramme, c'est quelque chose d'important pour voir quelle a été la moisson en termes de quantité de lumière. C'est ce qui va définir la qualité de l'exposition. Je vous invite à regarder sur vos appareils où trouver l'histogramme de vos photos. Alors, j'ai beaucoup parlé d'histogramme. Parfois, on veut aller à un endroit particulier, on sait que l'histogramme sera complètement faussé. Exemple,
Le taulier. Bernard Lavilliers pris en photo il y a 2 ans à la Clameur. Lumière de spectacle très sombre en douche au-dessus de lui. Là, si j'avais laissé faire mon appareil photo, il aurait cherché à compenser tout ce sombre. Il aurait cherché à éclairer l'image de manière générale et résultat, qu'est-ce qu'il aurait fait mon appareil photo? Le noir aurait été moins noir et un peu plus clair et Bernard, le pauvre, aurait été tout blanc, surexposé. On aurait eu un mauvais équilibre. Là, volontairement, en connaissance de cause, je ne voulais que les traits caractéristiques et même la petite boucle d'oreille de Bernard à son oreille droite. Donc j'ai sous-exposé volontairement, je suis allé vers le sombre, et je pense que mon histogramme sur cette image, il est complètement à gauche. J'ai très peu de blanc, j'en ai un peu, mais ou alors il n'est pas en gaussienne, mais parce que la photo est particulière. Donc ce que j'évoquais, la gaussienne, c'est quelque chose qui n'est pas absolu. Hein. Chacun fait comme il veut, on l'oublie pas. À l'inverse, voilà, une autre image où il y a beaucoup de blanc, c'est vrai, même c'est cramé, on le voit, les personnages qui sont là, même si en post-traitement je cherchais à assombrir ma photo, c'est perdu, j'arriverai pas à retrouver des détails qui sont cramés, qui sont plus là, qui ont brûlé. En fait, euh, on parle de ça parce que c'est une référence à l'argentique, mais moi je m'en fous de ces personnes, ce qui m'intéressait c'était le personnage à droite. Donc je voulais, lui, l'exposer correctement. Et tant pis pour eux qui sont surexposés, parce que c'est vrai qu'ici il y avait beaucoup plus de lumière, c'est dans un atrium, un forum où il y a une grande baie vitrée, donc eux étaient dans la lumière, pas lui. J'ai fait le choix de l'exposer lui. C'était ma vision, et voilà, choisir c'est renoncer. Ben, j'ai renoncé à l'exposition de la foule derrière qui est toute blanche. Mais en même temps, c'est pas si grave, puisque c'est mon choix. Alors, on va aborder le cœur du cours. J'espère que tout le monde va bien par rapport à ça, que je vous ai pas encore trop saoulé. Vous êtes 21, bravo. L'exposition ou la sainte trilogie, telle que je l'appelle, ou le fameux triangle de l'exposition. On va faire très simple. Ça, c'est Place de la Brèche, il y a quelques années. Un miracle. Alors non, pas de miracle, il y a juste 3 paramètres. Rappelez-vous ce que je disais au début. On a ouverture, on a vitesse et sensibilité. Les 3 termes de l'exposition. Ouverture, je vous le rappelle, c'est lié au diaphragme qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà. Cœur sur vous, le diaphragme qui s'ouvre et qui le fait très mal, mais l'ouverture, c'est lamelle circulaire concentrique qui se ferme et qui s'ouvre. La vitesse, c'est la vitesse à laquelle j'ouvre mon obturateur, mon rideau. Voilà. Ah, ça marche, la SMR, faudrait que je vérifie. ASMR, ASMR. Ah ouais, j'aime bien le son. Ma femme cherche à contourner mon setup pour rejoindre sa machine à coudre. Tu vas pas coudre quand même. Ah, elle me sert, ta lumière. Bon. Revenons à notre exposé. Ouverture, vitesse et surtout sensibilité. Sensibilité, c'est la sensibilité de votre capteur, les fameuses ISO. Voilà. Donc, l'exposition se contrôle en photographie avec 3 paramètres, ouverture, vitesse et sensibilité. Je sais, je me répète, mais la pédagogie, c'est la répétition. Donc on va utiliser une allégorie aquatique. On va dire que la lumière, c'est de l'eau. C'est simple, jusqu'ici vous suivez. Donc si la lumière, c'est de l'eau, c'est là où il faut être concentré. Hein. L'ouverture, qui est gérée par le diaphragme, et son unité, c'est F, c'est comme ça, c'est un robinet. Voilà. Ok. Le diaphragme, c'est un robinet. La lumière, c'est de l'eau. Le diaphragme, c'est un robinet. Le temps de pause, ou la vitesse, son unité, gérée par l'obturateur, le fameux rideau, c'est la seconde. Et donc, là, je mets un chronomètre, hein, parce qu'on l'ouvre plus ou moins longtemps, ce robinet. Et le 3e paramètre, la sensibilité, exprimée en unité ISO, ASA il y a très longtemps, mais on parle d'ISO. Alors, quand on avait les pellicules argentiques, on disait pour le beau temps, 100 ISO c'est bien, quand il fait moche, 400 ISO c'est mieux. Oui, moins il y a de lumière, plus il faut quelque chose de sensible. Bref, ici j'ai décidé de représenter la sensibilité par une éponge. Voilà. Donc, maintenant qu'on a cette trilogie de l'exposition aquatique,
j'aimerais vous parler d'équivalence. C'est-à-dire que pour mettre une certaine quantité d'eau dans mon éponge, j'ai plusieurs façons. Attention, ne te casse pas la goule. Je sais pas si on t'appelle. Non, c'est vrai, peut-être. Donc, tu reviendras ou. Ok. Je disais, l'exposition. Oui, non, j'avais pas encore dit exposition, je voulais y arriver. Voilà. Ah, du coup, j'ai plus de musique derrière, c'est curieux. Je suis allé au bout. Ah si, c'est bon. Euh, on peut mettre la même quantité d'eau dans cette éponge de différentes façons. Soit j'ouvre très fort le robinet pendant un certain temps, sur une éponge d'une certaine sensibilité, soit je mets le robinet en goutte à goutte, mais pour obtenir la même quantité d'eau, il faudra qu'il soit ouvert plus longtemps. Pour une même quantité d'eau, comme je vous le disais, il y a plusieurs façons de procéder. Le résultat sera le même. La quantité d'eau sera la même. La quantité d'eau, c'est l'exposition. Vous vous rappelez, je parlais de quantité de lumière qui arrive au capteur. Eh bien, là, on est dans le même cas. Donc, là, il faut imaginer, en termes d'équivalence, que si j'ouvre deux fois moins le robinet et deux fois plus longtemps qu'avant sur une éponge qui est deux fois moins sensible, eh ben, si je le fais deux fois plus d'un côté, j'aurai deux fois moins à faire de l'autre. Voilà. Il y a cette espèce de d'équivalence. Je ne veux pas vous perdre avec ça. On va passer à la suite. On va explorer ensemble tout ce qui est propre à l'ouverture, tout ce qui découle de l'utilisation du diaphragme, le robinet qu'on ouvre ou qu'on ferme. Ça, c'est un détail pour les Parisiens. Je ne sais pas si vous sauriez le situer. Petit quiz. C'est pas une photo de moi. Je l'ai piqué sur le web, pas bien. Pourtant, j'y étais. C'est des volets sur l'Institut du monde arabe, qui ont la capacité de s'ouvrir et de se fermer sur commande. Donc, des diaphragmes, c'est ça. D'ailleurs, je pense que dans ouais, l'iris, l'œil, ça ressemble un peu à ça. Bref, l'ouverture, quand on la pratique, ça donne ça. Alors là, il faut savoir qu'un robinet, un diaphragme, peut être plus ou moins ouvert ou fermé. Donc là, il y a plein de chiffres. Vous vous rappelez de F, l'unité, bon, on le retrouve là. F, souvent on confond avec focale. Non, ça n'a rien à voir. La focale, c'est pas ça, rappelez-vous, c'est la distance entre le capteur et la lentille de votre objectif. Donc là, j'ai plein d'ouvertures différentes. Tout en haut à gauche, j'ai F2. Vous noterez que le diaphragme est très ouvert. Il laisse passer beaucoup de lumière. Puis, F2.8, le diaphragme est un peu moins ouvert. Les lamelles sont un peu plus resserrées. Puis, F4, encore moins ouvert. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à F22 qui est beaucoup plus fermé que F2. Alors, là, pour les physiciens ou mathématiciens, le rapport entre ces chiffres, 2, 2,8, 4, 5,6, est une suite arithmétique de raison ou géométrique de raison racine de 2. Vous faites 2 fois racine de 2, vous aurez 2,8. 2,8 fois racine de 2, ça fait 4. Bref, on s'en fout. D'un diaphragme à l'autre, c'est le même, mais il est ouvert plus ou moins. On a un rapport du simple au double. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a deux fois plus de lumière qui passe à F2 que à F2,8. Donc je vous laisse faire... c'est booléen quelque part, parce que ça veut dire qu'on a 4 fois moins de lumière à F4 que à 2, 8 fois moins de lumière à 5.6 que... Voilà. À chaque fois que sur votre objectif vous tournez d'un cran, il y a soit 2 fois plus de lumière qui rentre, soit 2 fois moins de lumière qui rentre. Voilà, on ouvre et on ferme le robinet. Techniquement, vous regarderez sur vos objectifs, c'est inscrit hein, dessus, j'en ai pas... si, j'ai un objectif, un faux, là, qui est une tasse. Euh, ouais, c'est écrit dessus, celui-là, il ouvre maximum à 4. 4, c'est pas beaucoup, on peut faire mieux. Hein. En fait, plus un objectif ouvre, plus il est lumineux, plus il est cher. Un objectif qui fait f1.2, qui est beaucoup plus lumineux que f2, c'est parfois 10 fois plus cher que celui qui est plus petit dans la gamme. Donc un objectif lumineux, quel est l'intérêt? Le robinet sera très ouvert et en lumière euh, très faible, vous aurez des meilleures capacités photographiques. En dessous, j'ai mis un petit gif animé où on voit ce diaphragme, ce robinet qui s'ouvre. Passons maintenant à la suite pour voir les conséquences sur l'image. Alors, on a toujours... Ah, on a 24 personnes, ça croît en permanence. Hello le monde.
Alors là, on a deux images qui ne sont pas les mêmes, hein. Il y a une grosse différence à gauche et à droite quand même, vous en conviendrez, qui pourtant ont la même exposition, la même quantité de lumière. L'histogramme est le même à peu près, mais il y a une grosse différence, c'est que les ouvertures utilisées avec l'objectif, l'ouverture du diaphragme, elles sont différentes. Et donc on est un peu dans les deux extrêmes. À gauche, le diaphragme est dans une certaine ouverture, à droite dans une certaine fermeture. Et donc, quelle est la différence entre ces deux images? C'est ce qu'on appelle la profondeur de champ, la zone de netteté. Si vous regardez le petit Playmobil à gauche, 351, avec son petit dossard, il est à peu près net là. Par contre, dès qu'on est un peu devant ou un peu derrière, c'est flou. Donc ça veut dire que là, dans cette image, la profondeur de champ est très faible. On est net que dans un plan, le plan du Playmobil numéro 351. Alors qu'à l'inverse, sur l'image de droite, qu'est-ce qu'on a? On a euh, une grande profondeur de champ. Une netteté qui n'est pas infinie, mais c'est quand même presque net de 0 à l'infini. Donc, jouer avec son ouverture pour obtenir une certaine exposition, qu'importe, a pour conséquence directe de jouer sur la profondeur de champ. On va rentrer un peu plus en détail dans ces caractéristiques. Là, j'ai décidé, sur mon appareil photo, de me mettre en mode priorité ouverture. Alors selon les marques, ça change, hein, ça peut être AV, euh, je sais plus ce que c'est chez Sony, enfin bref, ouverture parce que c'est le seul paramètre que je change. Et tout le reste, c'est l'appareil qui décide en fonction de l'exposition qui doit être la meilleure possible. Donc pour obtenir une certaine quantité de lumière, une certaine quantité d'eau, dans cette circonstance, je lui ai dit, j'ouvre mon diaphragme à 1.4 à fond, pour avoir une profondeur de champ très faible, vous voyez, c'est presque flou partout, sauf là où j'ai fait le point. Euh, il a choisi les paramètres en blanc, une vitesse de 1 2500e de seconde et une sensibilité de 100 ISO. Voilà, ça c'est comme ça. C'est l'appareil photo qui a décidé. Moi j'ai juste décidé d'avoir une faible profondeur de champ et d'ouvrir à fond. On va fermer un petit peu le diaphragme, 2, donc 2 fois moins de lumière. Et on le voit. Je ne vais pas faire mon prof, mais regardez, je suis revenu en arrière. Pour f1.4, l'appareil photo a dit, allez, 100 ISO et 1 2500e de seconde. Et quand j'ai fermé d'un cran, même sensibilité, 100 ISO, mais il a diminué la vitesse de moitié. On est passé de 1 2500e de seconde à 1 1250e de seconde, ce qui est 2 fois plus long. Et pourquoi? Parce qu'à F2, il y a 2 fois moins de lumière qu'avant. C'est assez logique en fait. Allez, on continue. Je ferme de plus en plus mon diaphragme. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Que la profondeur de champ s'allonge de plus en plus. Voilà. Alors, mais tiens, ça c'est chez Canon. Donc le mode priorité ouverture s'appelle AV. TV c'est pour vitesse. P c'est un mode automatique et M c'est manuel. Alors il est clair que la mode aujourd'hui est plus à une grosse ouverture, c'est plus joli, tout c'est flou. Voilà. Alors est-ce que vous suivez? Je vérifie quand même dans les commentaires. Ah, on a Guillaume qui nous dit que pour un œil humain, les personnes âgées avec pupilles fatiguées sont à gauche, les jeunes à... D'accord. Et je sais que quand on est amoureux, on a les pupilles dilatées. C'est comme quand on fait un fond de l'œil, enfin bon bref. Donc, comment utiliser l'ouverture et ses conséquences? Je vous parlais de photos floues, ben là, c'était un mariage. Mon objectif était de mettre en valeur le bouquet de la mariée. La mariée est très jolie, que je salue, j'espère qu'elle n'est pas dans le live, sinon elle va mal le prendre. Mais je lui ai dit en faisant la photo, hein, j'ai ouvert à fond mon diaphragme pour avoir cette faible profondeur de champ et ça a été fait un peu éthérique et poétique, c'est à dessein, j'ai fait exprès. J'aurais pu l'avoir nette en fermant mon diaphragme, il y avait assez de lumière, il n'y avait pas de problème. Même mariée, alors elle est tout en bas là, pour obtenir un effet avec toujours une faible profondeur de champ, j'ai ouvert beaucoup mon diaphragme pour que ce soit net déjà que sur la mariée. Alors l'arbre doit être au même niveau que la mariée, mais les verts au premier plan ne le sont pas du tout. Et une des conséquences au-delà du flou, quand on ouvre son diaphragme, c'est d'obtenir ce qu'on appelle un joli bokeh. Nouveau mot.
Bokeh, c'est ces cercles de couleurs très jolis. Ça fait un peu festif, je sais pas comment le qualifier. Et d'ailleurs, ce bokeh, là, ces petits ronds de couleurs, c'est une image de mon diaphragme. Il y a un peu les lamelles. Et on peut jouer avec ça. La forme de certains diaphragmes peut se voir dans ce bokeh. Il y a même des fois des gens qui rajoutent du bokeh artificiel en post-traitement pour faire ça de manière encore plus poétique. Mais là, je voulais vraiment que la mariée apparaisse dans cette espèce de forêt de verre toute petite et floue. Donc j'ai ouvert mon diaphragme à fond. On passe au temps de pause, parce que là j'ai évoqué qu'un seul paramètre, il est 22 heures, ça fait déjà 1 heure. On sera dans les temps, hein, je vous rassure. Le temps de pause. Après l'ouverture, le temps de pause, deuxième paramètre, la vitesse. Même principe que tout à l'heure. Deux photos qui sont prises au même endroit, qui ont la même quantité de lumière, la même exposition, mais qui ont été prises à des vitesses différentes. La photo de gauche, vous allez me dire, c'est bizarre, elle est floue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de flou, sauf peut-être les parties fixes, telles que le poteau, voilà. Après, tout ce qui est dynamique, c'est vrai que l'eau est floue, les feuilles sont floues, elles bougent. Alors qu'à droite, c'est beaucoup plus figé, plus net. Bon, vous l'aurez deviné, à gauche, on a utilisé une vitesse d'obturation lente, et à droite, une vitesse très rapide. Donc on va regarder les conséquences si on joue sur la vitesse. Donc là, je suis à une vitesse de 1 demi-millième de seconde. C'est pas la plus rapide. On peut monter sur les réflexes modernes aujourd'hui, pas forcément les plus chers, à 1 huit-millième de seconde sans problème. Vous voyez que ça fige l'eau qui est très rapide. Si je baisse ma vitesse 1 millième, j'ai un peu moins de netteté. Et ainsi de suite, plus je descends en vitesse, en temps d'exposition, 1 125e de seconde, vous voyez, il n'y a plus grand chose de net, à part les parties vraiment fixes comme la pierre, les poteaux. Alors bien sûr, j'ai utilisé un trépied, hein, même si j'aurais pu ne pas bouger à ce moment-là. Ah merde, la mariée était dans le film. Ok. Salut Laura, bah écoute, je t'ai mise à l'honneur ce soir, mais en même temps c'était un très bon souvenir ce mariage, donc... Alors, donc je baisse ma vitesse le plus possible. Voilà, et là j'arrive à une vitesse qui est très très lente. On est en dessous de la seconde, là c'est un quart de seconde. Et après on va aller au-delà de la seconde, 3 secondes. Alors là il n'y a plus personne, c'est fou. Une petite règle que je vous donne comme ça, pour savoir à quelle vitesse photographier sans avoir un flou de bouger, parce que quand on prend une photo on respire et tout, il faut une vitesse qui doit être le double de la distance focale. Je m'explique. Vous avez un objectif de 50 mm, une focale de 50 mm, et ben ça veut dire qu'il faut faire au moins une photo pour qu'elle soit nette, un minimum, à moins d'avoir des trucs qui bougent vraiment très vite devant vous, mais à 1 centième de seconde. Vous avez une focale de 200 mm, la photo doit être au moins à 1 4 centième de seconde. Deux fois la focale, 1 sur 2 fois la focale pour avoir la vitesse minimale pour éviter le flou de bouger humain. Bon, c'est un petit truc hein, qu'on essaye d'appliquer le plus possible. Après, si on a Parkinson, c'est plus compliqué, mais bref. 6 secondes, alors là, c'est des temps extrêmement longs. On voit que le petit bonhomme, là, il commence à devenir flou. Les personnes qui bougent deviennent un peu fantomatiques. Mais c'est particulier. Rappelez-vous de ces photos de nuit sur le périphérique, on voit les traînées lumineuses. Mais tout ça, c'est des pauses longues. Voilà, 13 secondes, là, vraiment, j'ai exagéré. Alors, vérifions dans vos commentaires si vous comprenez. Alors, je vais vous montrer. On est toujours, n'oubliez pas, sur le temps de pause, hein, la vitesse. Le temps que mon obturateur reste ouvert. Mon rideau. La première photo au monde, faite par un Français, Louis Daguerre, qui représente un être humain. Boulevard du Temple, à Paris, boulevard du crime. Non pas parce que c'était dangereux, mais parce qu'il y avait beaucoup de théâtres qui montraient des pièces policières. Donc cette photo, normalement, en temps normal, il y a beaucoup de monde. Et il y avait beaucoup de monde quand la photo a été faite. Des calèches, une foule pas possible. Bref, c'était pas le confinement. Et enfin, bon, vous m'avez compris. Euh, Quel était le temps de pause de la technologie photographique à l'époque? Ben là, Daguerre, il s'était tiré la bourre avec son pote Nicéphore Niepce. Les temps de pause, normalement, étaient très longs. Hein.
Je me demande si on n'était pas dans la demi-heure, mais lui, il avait réussi à faire 15 minutes seulement. Et du coup, vous me direz, ok, c'est un temps de pause de 15 minutes, mais forcément, tout ce qui bouge va disparaître. Parce que 15 minutes d'exposition, un élément dynamique, mobile, ne laisse pas assez de traces sur une photo face à des maisons statiques qui vont rester là à exposer le film 15 minutes. C'est énorme. Mais il y a quand même, alors je vais un peu zoomer, tac, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, cette silhouette humaine, on la reconnaît. C'est la première personne au monde qui apparaît sur une photographie, 1838. Et pourquoi? Alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais dans la posture, ça veut dire que pendant 15 minutes, elle est restée dans cette position, ce qui est un petit peu bizarre. C'est assez logique. En fait, c'est une personne qui est en train de se faire cirer les chaussures. Et à son insu, je pense pas qu'elle était au courant que le photographe était là, et ben, en attendant que ses chaussures soient cirées comme ça, 15 minutes, et ben, elle n'a pas trop bougé, elle est restée à peu près nette, et voilà. C'est un temps d'exposition qui a permis d'effacer les gens, sauf cette personne. Donc voilà une illustration de l'exploitation du temps d'exposition. Maintenant, plus concrètement, aujourd'hui, avec votre appareil, si vous avez le loisir de jouer sur le mode vitesse TV chez Canon, voilà ce qu'on peut s'amuser à faire. Euh, 14 juillet à Douarnenez, les feux d'artifice, appareil photo sur trépied. Si on fait un temps d'exposition un peu long, 1 seconde, 2 secondes, ça nous laisse le temps de garder les traces lumineuses des feux d'artifice et c'est assez joli à faire. On peut expérimenter plus long. Si vous mettez 10 secondes, vous aurez plusieurs explosions, il n'y a pas de problème. Chacun fait comme il veut. Là, c'est ce qu'on appelle un filet. Alors un filet, c'est quoi? C'est quand on a un sujet mobile. Là, mon pote Pierre, très beau sur sa moto, à une vitesse à peu près constante, une voiture s'y prête bien aussi, et vous réduisez le plus possible votre vitesse d'exposition. Alors ça peut être un dixième de seconde, que sais-je. On joue un peu avec la limite, hein. Un dixième, un trentième, on s'en fout, mais on la baisse, on prend une vitesse plus lente que, euh, que comment dire, on l'aurait fait pour éviter le flou de bouger. Là, on cherche le flou, mais maîtrisé. C'est un peu empirique, mais le principe du filet, vous mettez une vitesse basse et vous essayez de suivre le sujet mobile. Et donc, on a cette impression de vitesse. Tout est flou, sauf le sujet mobile que vous traquez, que vous loquez, que vous suivez. Vraiment, vous cherchez à être en phase avec le sujet. Et c'est un peu empirique. Alors, on a Martine qui parle de cirage. Ah oui, 15 minutes de cirage de pompe. C'est loin. Alors, Martine est spécialisée dans le cirage. Je sais pas, mais c'est ce que j'ai vu sur cette photographie d'avant. C'était 15 minutes de temps de pause. D'ailleurs, j'y pense, les portraits victoriens, il y a un truc qu'on ne sait pas, les temps de pause c'était très long, ces belles photos, il faudrait que j'ouvre une fenêtre sur le web et que je vous montre, mais Victoria, la reine Victoria, les temps de pause étaient très longs et quand les modèles posaient, ils avaient des accessoires presque chirurgicaux dans le cou derrière. Il y avait comment on appelle ça? Comme des étaux. Comme ça, les modèles, ils bougeaient vraiment pas pendant le temps de l'exposition. C'était presque comme se faire peindre. Bref, revenons à notre technique du filet, qui est un peu empirique, ça marche pas, mais c'est toujours intéressant de pouvoir le faire quand on a le loisir d'avoir un sujet mobile qui repasse souvent. A l'inverse, là, on n'est pas du tout à une vitesse lente, on est à une vitesse extrêmement rapide. Malgré des conditions lumineuses difficiles, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière à ce moment-là, j'ai augmenté le plus possible ma vitesse pour figer le sujet. Je voulais cet instant gymnastique spécifique où on a un tête bêche, la jeune fille à l'envers. Et là, je dois être à, je sais pas, un 2 millième de seconde, un 8 millième peut-être. C'est un choix un petit peu audacieux parce que, pour revenir sur le triangle de l'exposition, là, en augmentant ma vitesse, j'ai ouvert mon diaphragme. Enfin, j'étais en mode priorité vitesse. De toute façon, je privilégiais la vitesse dans ce cas-là. Je voulais qu'il y ait au moins une vitesse. Après, le reste, la profondeur de champ, je m'en foutais. Mais je savais que comme il n'y avait pas beaucoup de lumière, d'eau, rappelez-vous, l'allégorie, eh ben, fallait ouvrir le robinet à fond. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai une faible profondeur de champ. Je ne suis net que là où j'ai fait le point sur la gymnaste. Et surtout, ma sensibilité a certainement été augmentée par l'appareil photo. Je ne sais pas à combien. Bon, aujourd'hui, les capteurs peuvent monter très haut. Mais je veux revenir à une phrase que j'ai déjà dite. Choisir, c'est renoncer. Et en photographie, on ne peut pas tout avoir. D'ailleurs, c'est comme dans la vie, vous me direz. Donc,
il faut savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, et prioriser. Donc quand il n'y a pas beaucoup de lumière, de matière, des fois on ne fait pas ce qu'on veut et donc on peut pas trop descendre. Je veux dire, la vitesse, elle doit être assez rapide quand même, sinon c'est flou. Si on n'a pas de trépied, la sensibilité, elle doit monter. Si on veut que ce soit net sur une certaine zone, il faut un peu fermer le diaphragme. Donc du coup, on perd encore en luminosité. Tout ça, ça s'expérimente. D'ailleurs, je vous conseille, si vous avez le temps, de faire plusieurs réglages différents pour voir quel est le résultat. Donc, exploiter le temps de pause. On peut tout faire, un peu comme exploiter l'ouverture du diaphragme. Maintenant, je vais basculer sur la sensibilité. Alors, on va passer vite parce que c'est peut-être un des paramètres dans le triangle de l'exposition le moins important aujourd'hui, la sensibilité exprimée en ISO aujourd'hui. Deux photos, même principe, une d'une certaine sensibilité, l'autre d'une autre. C'est un peu nul ce que je viens de dire. En gros, on a deux images qui ont la même exposition, la même quantité de lumière, le même histogramme, mais des sensibilités différentes. À gauche, c'est beaucoup plus laiteux, vaporeux, nuageux, je ne sais pas quel adjectif utiliser. À droite, on voit, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, si on le voit un petit peu quand même, on le voit un petit peu, on voit, c'est même plus des pixels, c'est des patates, c'est énorme, c'est du grain, on appelle ça du bruit numérique. En gros, plus vous augmentez la sensibilité, plus vous aurez de bruit numérique. Et une des règles en photographie, c'est de chercher à avoir la sensibilité la plus faible possible pour que l'image soit la plus propre possible. Parce que si vous faites un agrandissement, vous verrez ce grain, ça va être moche. Voilà, donc le but du jeu, dans ces trois réglages, ouverture, vitesse et exposition, sensibilité, pardon, après avoir fait un choix éditorial de prise de vue, qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur, comment, etc., c'est toujours d'être à la limite acceptable. Si c'est trop sensible, il y aura trop de bruit. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Voilà, 50 ISO, c'est vaporeux. 25 600 ISO, c'est dégueulasse. Après, c'est un parti pris. Il y a des photographes qui aiment le bruit et qui vont monter en ISO. Tant mieux pour eux, parce que monter en ISO, monter la sensibilité, ça veut dire qu'ils vont pouvoir se permettre plus de choses. Ils pourront plus fermer leur diaphragme, ils pourront monter en vitesse. Enfin, voilà. En gros, le, le principe de la sensibilité. Donc, un petit récap. Alors, vous pourrez le retrouver, hein, c'est le fameux triangle de l'exposition avec les trois fondamentales. La vitesse gérée par l'obturateur, le diaphragme qui gère l'ouverture et en bas les ISO. Alors je parlais de beau temps, mauvais temps, ben on le retrouve sur la sensibilité en bas, vous voyez, c'est un peu ça. Il fait beau, faible sensibilité, il fait moche, on monte en sensibilité. Sur le mouvement, on a un vélo, ben on peut descendre en vitesse, on a une moto, il faut monter en vitesse pour la figer un petit peu quand même. Et sur la profondeur de champ, la zone de netteté, ce sont deux personnes, vous voyez que si on ouvre le diaphragme, alors ouvrir, c'est difficile à retenir, plus la valeur de l'ouverture est faible, 4, 2, 1,2, plus on est ouvert, et plus elle est haute, plus on est fermé. Donc F4 c'est ouvert, et du coup, faible profondeur de champ, et donc le personnage jaune est flou, le personnage bleu sur lequel on a fait la mise au point est net. Alors qu'à l'inverse, plus on ferme le diaphragme, plus la profondeur de champ sera importante, et les deux personnes seront nettes. Voilà. Un truc à retenir, la profondeur de champ, on s'en sert quand on veut choisir la zone de netteté. Si vous avez un couple ou un groupe, hors de question d'avoir les premières personnes floues, ou celles du fond flou et celles du milieu net. Vous voulez que ce soit net sur l'ensemble du groupe, donc vous fermez un peu votre diaphragme. Selon les photographes, il y a différents usages. Moi, perso, je shoot souvent en priorité vitesse, à 80% du temps, parce que je veux privilégier certaines choses, une certaine netteté. Je suis plus en priorité vitesse. Je choisis la vitesse et après l'appareil fait le reste. J'ai des confrères qui sont en priorité ouverture, qui préfèrent choisir l'ouverture du diaphragme et c'est l'appareil photo qui calcule tout seul la vitesse. Ça dépend des circonstances, vraiment, il n'y a pas de règle absolue. Voilà, tout le monde suit. Alors je vais couper mon micro le temps de, de boire du sirop de menthe. Et je suis de retour. Est-ce que le son est toujours bon? Oui, je m'entends. Alors, on parlait on a été beaucoup photographe parking là, hein, donc on va un petit peu revenir sur le photographe pilotis, sur tout ce qui est sensibilité artistique.
Euh, c'est vrai que c'était chiant jusqu'à présent, donc on va arriver à des trucs un peu plus fun. La composition, le cadrage. Comment ça marche? Quelques règles simples qui sont faites pour être respectées ou non. Vous faites ce que vous voulez, je vous le rappelle. La règle des tiers. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous prenez votre image, vous la divisez en tiers. Donc, ça veut dire que chaque ligne blanche qui est là est une ligne de force. On va essayer de caler des éléments de l'image là-dessus. C'est plus harmonieux, c'est comme ça, c'est l'art qui en a décidé ainsi. Et chaque intersection de ces tiers est aussi un point de force. Donc là, vous voyez, dans cette image, j'ai essayé à peu près de respecter quand même la règle des tiers. À peu près. Hein. Euh, Exemple avec un horizon. Tiens, mais voilà, ça c'est un bon exemple. Quand vous photographiez l'horizon, soleil couchant ou levant, on s'en fout, enfin voilà, le paysage. Souvent on se plante là, pouf, on fait la photo, on réfléchit pas. Bordel, levez un peu ou baissez un peu, mais ne mettez pas l'horizon pile poil au milieu. C'est pas beau. Enfin, c'est moins harmonieux que de respecter la règle des tiers. Là, en l'occurrence, j'ai essayé de la respecter à peu près. Vous voyez, l'horizon, il est sur le tiers supérieur. Et après, oh, j'ai une bande de marée basse où il n'y a plus d'eau, c'est à peu près aussi là. Et puis même en vertical, alors j'aurais peut-être pu être un peu plus à droite, comme ça la balise là aurait été vraiment sur la ligne de force verticale qui est là. Bon, bref. Sur les photos de paysage, ne me foutez pas l'horizon pile poil au milieu, sauf si vous c'est un parti pris. Mais sinon, non, c'est pas beau. Soit vous prenez un tiers de ciel ou deux tiers, mais c'est un minimum. Autre point important, essayez, aujourd'hui on peut le faire facilement, d'avoir un horizon qui est à peu près droit, ou même droit tout court. L'eau, c'est le meilleur élément. On sait que l'eau, elle est jamais en pente. Donc, des fois, je vois même des photos de confrères pros qui sont de travers, je comprends pas pourquoi. C'est un peu spécial. Alors souvent, on dit qu'on... Il y a peut-être dans le fil du live des gens ostéopathes ou masseurs, on force à droite ou à gauche, on penche un peu. On peut le compenser après coup, on peut corriger un peu le tir, hein, mais pensez à ces règles de composition élémentaires. La règle des tiers, c'est vraiment quelque chose de basique. On peut même l'appliquer. Là, c'est toujours la règle des tiers, mais sur un point de force. Vous voyez, je reviens un peu en arrière. L'œil de Frédéric Duhem, paix à son âme, la pupille est presque à l'intersection qui est ici. Voilà. Autre élément important en composition, ce qu'on appelle the golden spiral. La spirale d'or, les proportions d'or. Là, on est au phare de Cordouan. Merci Cécilia de m'avoir donné une mission là-bas, c'était cool. La spirale d'or, c'est quoi? C'est ça. Vous l'avez en peinture. C'est des proportions harmonieuses de composition. La spirale d'or, on est vraiment dans quelque chose qui guide le regard. Vous voyez, si on regarde cette image, on part peut-être d'en haut à droite, à côté de or, et puis on parcourt ce trait rouge pour ensuite finir dans cette spirale, dans l'œil du cyclone. Enfin, voilà, ça définit vraiment un parcours spectateur. Ça permet de prioriser les éléments dans une image. Quand vous arrivez à respecter cette composition-là, chapeau. D'ailleurs, elle se retrouve dans la nature, hein, la suite de Fibonacci, enfin toutes ces choses-là. Vous regardez une plante, enfin voilà, la spirale d'or, vous la retrouvez dans les peintures, les sculptures de Léonard de Vinci. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a sculpté des trucs, mais enfin, important, renseignez-vous sur la spirale d'or et le nombre d'or. Alors, désolé, je n'ai pas prévenu. C'est pas une photo de moi. Salut Johan. Donc là, on est à Manchester, à Nouvel An, je sais plus quelle année, on s'en fout. Nouvel An avec les Anglais. Alors, pour avoir vécu un an à Liverpool, je peux vous dire, en échange Erasmus, que c'est véridique. Ce genre de scènes, on les a, même pas besoin du Nouvel An, le vendredi soir, voilà, c'est la fête dans la rue. Moi, ce qui me marque dans cette image, je sais pas vous, mais vraiment moi, le truc qui attire mon œil, et là, chapeau au gars, euh, l'ivrogne qui arrive, malgré le chaos ambiant, à maintenir sa bouteille de bière droite, bravo à lui. C'est quelque chose d'assez héroïque. Il y a beaucoup de choses à analyser dans cette image, mais revenons à nos moutons. La spirale d'or, le nombre d'or.
Je dis, ah, on te voit quand tu passes dans l'image. Ma femme vient de passer devant la bouteille de bière. Qu'importe. Donc la spirale d'or, voilà. Que fait l'œil? Et ce photographe a été primé pour ça parce que cette image a été qualifiée d'aussi bonne que certaines peintures de la Renaissance. Enfin, parce que l'œil est guidé, suit ce parcours pour arriver à la personne qui est interpellée là. Avec la nana, je sais pas ce qu'elle fait, c'est peut-être sa chérie qui râle. Mais si vous arrivez à pratiquer cette règle-là, vous avez gagné. Enfin, vous avez gagné. C'est mieux. Alors, on passe à un point qui est plus ou moins technique, mais qui est quand même artistique. La fameuse balance des blancs. Quand vous faites une photo en intérieur, alors là j'ai un intérieur un peu particulier, une carrosserie industrielle à Niort, où il y a plein de sources de lumière. Et j'ai dit tout à l'heure, la lumière est multiple, hein, il y a plein de lumières différentes. Alors je sais pas combien vous en comptez de sources lumineuses là-dessus, mais je vais vous aider. Déjà, on a la source lumineuse du poste à souder, qui est très blanche, très forte, très froide. Elle est ici, ok. Ensuite, vous avez au plafond les lampes à vapeur de sodium qui sont très chaudes, qui sont orangées. D'ailleurs, on le voit hein, sur la plaque qui est ici, c'est jaune Simpson, hein, c'est très spécial. Et enfin, dans cette image, on a également une source lumineuse qui est les fenêtres, la lumière extérieure. Donc trois lumières différentes, c'est chaud là. C'est pas pour autant qu'il faut laisser l'appareil photo faire. L'appareil photo, il est perdu. Il a essayé de la caler au mieux, cette balance des blancs. Et ben ça se corrige. Après correction, dans les logiciels de post-production, ou même à la prise de vue, hein, pourquoi pas. Donc avant correction et après correction, vous voyez, c'est pas la même ambiance. À droite, l'image est plus bleue, moins jaune, et avec des températures de lumière beaucoup plus respectées à mon sens. C'est-à-dire que j'ai travaillé localement pour en fait virer tout le jaune qui venait des lampes à vapeur de sodium. Mais si j'avais travaillé de manière globale, le fait de passer du jaune au blanc là-dessus, le bleu qui était là, il aurait pu être bleu et blanc, il aurait été encore d'une autre couleur. Enfin, bref, tout ça pour dire que regardez dans votre appareil photo, ça là, c'est pas comment on dit, pour les chiens, je sais plus. Enfin, en fonction des conditions lumineuses, de vos sources lumineuses, pour pas photographier mamie comme Marge Simpson, choisissez la bonne balance des blancs quand vous êtes en JPEG. En RAW, on s'en fout parce qu'on peut choisir après coup, mais la balance des blancs, c'est important à ajuster. Voilà. Alors, je vérifie qu'il y a encore du monde. Ah, on a Muriel qui a des soucis de connexion. On a un copain qui demande pourquoi il n'est pas modèle. Le replay sera mieux, oui, c'est pas évident. Moi, en termes de connexion, waouh, la vidéo est pourrie. L'audio, ça va. Bon. On continue. On a presque fini, les amis. Hein. Le tilt shift, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas une danse, le coupé décalé ou que sais-je. Le tilt shift, en photographie, il y a deux sortes de tilt shift. Il y a le tilt shift à la prise de vue, c'est les objectifs à bascule, à décentrement. Il y en a même avec une espèce d'accordéon, c'est ça. Ou alors le tilt shift, on peut le faire en post-production avec des logiciels. Concrètement, à quoi ça sert? À la base, c'était pour l'architecture. Là, on est au grand angle, face à la mairie de Fontenay-le-Comte. En 2018, c'est écrit sur l'image. Vous voyez, il y a des perspectives, il y a des lignes de fuite. Le bâtiment, on a l'impression, bah, c'est vraiment la perspective liée aussi à mon grand angle. J'étais au grand angle, je suis prêt parce que je ne pouvais pas être sur le boulevard, donc j'étais assez près, donc ça déforme. Eh ben, avec un objectif à bascule, à décentrement, que je n'ai pas, toujours pas, j'aurais pu, et je l'ai fait de manière logicielle, corriger les perspectives. Attention, ta voilà, c'est un peu bizarre, mais au moins les perspectives sont droites et corrigées là. Donc ça, c'est une application de ce qu'on appelle le tilt shift, l'objectif à décentrement. Il y a une dérivation de la chose qui est intéressante, je vais vous montrer ça. C'est ça, c'est l'effet maquette. C'est-à-dire que quand on utilise un objectif à décentrement, il y a des zones de flou en haut et en bas qui donnent une impression de maquette. Si vous êtes un peu en hauteur, là j'étais dans une montgolfière au-dessus de l'abbaye de Maizet, eh bien,
on peut donner cette impression de maquette grâce à la technique du tilt shift. Voilà, vous chercherez sur le web, c'est assez facile à pratiquer. Autre exemple de tilt shift, j'étais sur la tour Montparnasse. C'est beaucoup utilisé dans les reportages pour donner vraiment cette impression de maquette, sur certains timelapses aussi. Enfin voilà, le tilt shift, c'est ça. C'est une, euh, une dérive de l'utilisation originelle pour en faire autre chose d'un peu plus poétique. Mais après, vous pouvez corriger les perspectives toujours, hein. Ok, on va vite évoquer, il nous reste quelques minutes, le HDR. Kesako, le HDR, High Density Range. Rappelez-vous de l'histogramme. L'histogramme, c'est vraiment visé, il est ce qu'il est et on essaye de le capter au mieux. Des fois, c'est difficile, les conditions lumineuses sont extrêmes. Là, en l'occurrence, c'est très sombre. C'est à l'intérieur du phare du bout du monde, où donc j'ai eu la chance de passer 24 heures. Et si vous regardez les différentes lumières à l'extérieur, là on le voit sur le parquet en bas, c'est. Alors faut que je me pousse un peu, oui, parce que. Ouais, tac. Voilà. Donc sur le parquet ici, c'est très clair, c'est correctement exposé pour autant. Et tout le reste est sombre. Si vous voulez, là c'est vraiment exposé sur la lumière extérieure. Et c'est une photo en contre-jour, quasiment en fait. Donc là, une première exposition. Le HDR, c'est quoi? Vous pouvez choisir ça sur votre appareil photo, sur votre téléphone. Il va prendre plusieurs photos à différents réglages, différentes expositions, et ensuite il va mélanger les couches pour avoir une exposition plus complète. Donc là, c'est la première photo de ma série HDR, très sombre, exposée plus sur le parquet. Ensuite, celle-ci est exposée normalement. Alors là, on voit qu'on perd des informations, hein. Le parquet, on n'a plus, je reviens en arrière, hein, on n'a plus le détail de ces planches. En exposition normale, eh ben, on a choisi d'exposer au milieu, donc c'est ça qui va apparaître correctement, mais on a perdu les informations liées au plancher. Pareil, on a perdu quelques informations aux fenêtres. Tout ce qui est lumière blanche, là, fini. Et enfin, la troisième photo du HDR, en l'occurrence, elle est surexposée volontairement. Et donc, on mixe tout ça, on superpose les couches pour obtenir quoi? Ça, voilà. Le HDR permet d'exposer de manière un peu optimale en faisant plusieurs photos à différents réglages. Comme ça, on est sûr d'avoir une exposition correcte sur tous les éléments avec une grande dynamique comme l'extérieur, lumière extérieure particulière et là en intérieur très sombre. C'est harmonisé. C'est ça le HDR. On va passer maintenant à d'autres petits trucs, ce qu'on appelle la méthode Brainizer, je ne sais pas. C'est tout bête. Euh, c'est de l'assemblage. On va, en méthode Brainizer, faire plusieurs photos. Là, j'ai commencé par faire le point sur le couple d'amoureux au milieu. Et ensuite, le premier, mon cadre, mon objectif utilisé n'allait pas plus loin que ça, je pense. Et ensuite, je leur ai demandé de ne pas bouger. Et j'ai fait une photo en haut à gauche, un peu au-dessus, plusieurs successivement. Et de manière logicielle, j'ai réassemblé ça. Ça permet d'avoir une profondeur de champ encore plus faible, un peu artificielle, un peu bizarre. Et si en gros, vous n'avez pas de grand angle, mais qu'un 50 mm ou un téléobjectif même, c'est pas grave. Vous faites plusieurs photos, vous balayez le champ de vision et vous réassemblez tout ça. C'est long, c'est chiant, mais ça donne des effets sympas. C'est une méthode, je suis d'ailleurs étonné qu'on n'y ait pas pensé plus tôt, c'est ce Brainizer qui l'a première fois utilisé. Et après, c'est pas toujours très heureux, hein. On tombe sur des choses. Là, j'ai fait ça en séance d'engagement. Vous voyez, derrière le château, il est un peu bizarre. C'est à Saint-Loup-sur-Thouet. Ah, ben Guillaume connaissait pas le tilt shift, il pourra s'amuser. Ok, on arrive presque à la fin de cette présentation qui se veut tout sauf complète, hein, forcément, parce que le sujet est très vaste. Alors, ouais, un petit résumé sur les 10 erreurs à éviter. Ça n'engage que moi, hein, vous avez le droit de les faire. Même moi, d'ailleurs, je veux dire, je l'ai fait. C'est le fameux faites ce que je dis et pas ce que je fais. Alors, la première erreur à éviter, un cadre. Pourquoi rajouter un cadre moche, gros, à des images? Je veux dire, c'est pas le cadre qui. Enfin, si, ça le met en valeur, ça met en valeur une image, mais un cadre. Je parle même pas d'un cadre physique, mais d'un cadre, un liseré sur votre image. Là, je vois pas l'intérêt. Je veux dire, c'est comme essayer de masquer euh, une catastrophe. Je veux dire, rajouter un cadre, je comprends pas. Je vois pas pourquoi il faudrait rajouter un cadre sur des images telles qu'on les fait aujourd'hui. Mettre une grosse signature. Alors ça, dès qu'on commence à
poster des images en ligne, on a peur de se les faire piquer. Bon, ben vous oubliez, de toute façon, on se les fera. Dès qu'on met quelque chose en ligne, on se le fait voler. Voilà, c'est comme ça. Je dis pas qu'il faut l'accepter, mais mettre une grosse signature, alors peut-être que c'est à l'image des gens qui font le plein de leur voiture. Non, là je pars sur une analogie un peu débile, c'est-à-dire que c'est pas de l'essence qu'on met, mais de l'orgueil. Enfin, voilà, c'est peut-être il y a un côté orgueilleux. Je veux dire par là que une grosse signature ne fera pas une grande photo. Voilà, c'est assez simple et évident, mais je préférais le rappeler. D'ailleurs, sur moi, les photos aujourd'hui que je publie, je reviens en arrière sur le web, je mets plus mes signatures. Je les mets dans les métadonnées, mais si on veut me l'appliquer, on recadre ou même on retouche. Voilà, mettre son nom partout en filigrane. Ouais, bof, moyen. Ah oui, oui, si, il y en a qui ont des jolies signatures. Ouais, il y a des logiciels qui vous permettent de faire une belle signature. Pourquoi pas, mais moi, perso, bof. La désaturation partielle, c'est le mal. Alors ça... Ah, Johan dit parce que le cadre il est beau. Ouais, ok, si tu veux. Ah merde, ah oui, on arrive à un point. Ça se trouve, je vais vous montrer des trucs, vous allez kiffer, et moi pas. C'est le problème quand on n'a pas le même goût que les gens. Enfin, après, j'ai la chance de pouvoir avoir des clients qui ont bon goût. Ouf. Non, bref, on revient sur la désaturation partielle. C'est le mal, pourquoi? C'est quoi? C'est quand on isole une partie de l'image pour la garder en couleur et tout le reste devient noir et blanc. Alors faire ça, Spielberg a très bien réussi dans son film La liste de Schindler avec la petite fille au manteau rouge. Ouais, bien utilisé, je suis d'accord. Mais la désaturation partielle, juste pour faire un effet un peu... pour faire son kéké, pour... enfin, je sais pas comment dire. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai des clients. Non, finalement, c'était pas des clients parce qu'on n'a pas bossé ensemble, mais ils m'avaient demandé avant, ma femme a les yeux bleus et j'aimerais bien que le bouquet de fleurs bleues à côté soit bleu et que ses yeux comme ça on voit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'en ai fait moi de la désaturation partielle, hein, je dis pas le contraire, ça m'arrive, mais vraiment quand ça sert à la cause de la photo, mais ça sert à rien d'en abuser, franchement, oubliez. Pareil, dans les réglages, calmez-vous. La saturation, faut l'embellir, mais là, on a l'impression qu'on a affaire à des martiens, c'est trop, trop, c'est trop. Après, je suis pas un photographe soft. Moi, dans mes réglages de post-traitement, j'aime bien quand ça pète, j'aime bien faire exploser la clarté. Voilà. Mais il faut savoir raison garder à un moment donné, faut se calmer, je pense. Ah, on a Johan qui est bien là. Désaturation partielle. Bah écoute, c'est pas grave. C'est- Tous les goûts sont dans la nature. Alors, autre élément. Ah ouais, un truc que moi je déteste, que je fais presque jamais, quasiment jamais. Le vignetage clair. Vous voyez cette photo de Douaneau célèbre, le baiser à l'hôtel de ville. Pourquoi on nous a rajouté cette ambiance de pub pour le PQ, quoi? On est dans un rêve, d'accord, mais le vignetage, c'est ce qui définit ce qui est sur les contours de l'image. Et je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un chamallow. Enfin, je sais pas, c'est pas ma sensibilité. Le vignetage clair, c'est non. Voilà, c'est comme ça. Alors, pour vous donner même toute la vérité, un objectif a un vignetage naturel. Vous prenez une photo avec n'importe quel objectif, les bords seront toujours un peu plus sombres. Et on peut le corriger, on peut effacer ça. Moi, ce que je fais, logiciellement parlant, je vire le vignetage pour en rajouter après. Je l'enlève pour remettre le mien. Donc, vous voyez, j'aime quand c'est sombre sur les bords. C'est beau ça, à retenir. Donc, le sépia, j'en fais. Le sépia, c'est pas du vrai noir et blanc. C'est trop genre, oh, j'adore les photos anciennes. Enfin, comment dire? Noir et blanc, c'est noir et blanc, c'est pas marron. Et ce côté un peu vintage, un peu ancien, enfin, faut pas en abuser non plus. Le sépia, faut pas en abuser. Voilà, c'est pas que j'aime pas, hein, mais certains se contentent d'ajouter un filtre sépia pour prétendre avoir réussi leur photo. Voilà, c'est dit. Alors pareil, un peu comme le sépia, un filtre coloré en photographie pure, non. On peut le faire en pub, on peut le faire en com, mais on garde, ça- on rajoute pas un filtre de couleur normalement. Voilà. Après, on peut avoir une fenêtre, un vitrail qui est d'une certaine couleur et en jouer, pourquoi pas, mais en post-traitement, non. Pareil, le HDR que j'ai expliqué tout à l'heure, on n'exagère pas parce que c'est quelque chose
qui est assez extrême. Ah, on a Muriel qui aime bien le vignotage clair, je pense. Ah, je lui dis que j'ai fait une seule sépia à leur mariage, elle est toute... Oui, bah, après, je suis un peu catégorique, hein, mais il y a que les cons qui changent pas d'avis, donc... Euh, pareil, un effet de texture. Alors là, je sais pas si vous le verrez bien. Ça, c'est... Ah oui, c'est la photo, je crois, de paysage. Alors en plus, ah ouais, l'horizon est au milieu. Bon, la plus chère au monde. C'est le Rhin, je crois. Et vous chercherez sur Internet la photo la plus chère au monde vendue dans une galerie d'art. C'est celle-ci, je sais plus combien de milliards ou de millions d'euros. Bref, et il y a un effet de papier froissé par-dessus. Rajouter un effet de texture pour embellir une image, donner un effet... Non, à moins de faire de la superposition de plusieurs photos, ça se fait. Même à la prise de vue, on peut jouer avec ça. On le faisait aussi en argentique. Mais juste un effet de texture plaqué comme ça sur une image, non, pas d'accord. Pareil, exagérer le vintage. Moi, j'ai un filtre que j'aime beaucoup qui s'appelle Limonade de grand-mère dans Lightroom. Je l'utilise assez souvent, mais bon, euh, le côté Instagram, c'est bon, ça va un instant. Voilà. Donc ça c'était les 10 pièges à éviter. Ah, on a Guillaume qui parle de poitrine, ça dérive, hein, et de silicone, mais je suis assez d'accord. Chacun son truc, ouais. Donc, alors tout ça c'est bien, mais comment on fait pour être inspiré? Bon, ben, il n'y a pas de recette miracle. Il faut pratiquer, c'est comme la musique, c'est comme d'autres disciplines, hein. Il faut essayer, il faut se planter, il faut apprendre de ses chutes. Euh, un exemple, bah, tiens, je sais pas si Laure est toujours là, mais c'est son mariage encore. J'avais un stagiaire ce jour-là. J'ai beaucoup aimé ce lustre qui était magnifique et je me suis dit comment l'utiliser en photo. Waouh, j'adore. Enfin, en plus, il y a des sphères de cristal, de verre, je sais pas. Enfin, j'avais trop envie et j'ai de la chance, je suis grand, mais il faut varier ses points de vue. Rien que ça. Je veux dire, quand vous voulez faire une photo, décalez-vous un tout petit peu et vous verrez la vie autrement. Cherchez en permanence, baissez-vous. Ma femme me déteste parce que mes pantalons sont râpés. Je me traîne tout le temps par terre. Je tente des trucs. Enfin, c'est quelque chose. Tout ça, pourquoi? Cette posture risquée, hein, j'aurais pu tomber. Enfin, non, pas tomber, mais cet engagement-là a donné cette image-là. Voilà, comme ça m'a permis de mettre dans l'élément le lustre et puis nos beaux mariés qui font leur ouverture de bal, une image que j'aime beaucoup. Voilà. Pareil, faut pas hésiter à se mettre par terre. Alors, je sais plus quel mariage c'est ça. Enfin, qu'importe. Euh, Faut pas hésiter, ouais, à varier les points de vue, à se bouger. On photographie avec ses pieds réellement. On bouge en permanence, on cherche. C'est important. Plutôt que de se contenter de prendre la photo là où on est. Ça peut se faire, mais quand on a le loisir de pouvoir vraiment aller chercher un angle inédit, ben, on est content quand on chope le truc. Pareil, on peut jouer avec les éléments naturels. Bon, ça c'est vu et revu, mais jouer avec les reflets, une flaque d'eau sur le port de La Rochelle, une séance d'engagement, j'ai trouvé ça sympa. Et d'ailleurs, je l'ai même mise à l'envers exprès pour jouer un peu avec le spectateur. Euh, voilà, on peut jouer avec ces effets-là, pourquoi pas. D'ailleurs, en termes de composition, mon horizon il est pas top, mais bon. Euh, Être à l'affût, planqué. La photo de rue, des fois, on a la chance d'assister à des scènes qui se répètent. Là, le skater, il n'était pas son premier essai, hein. Ils sont là, sur cette place de la Brèche, souvent. Je suis pas le seul à y aller, j'aime beaucoup. Enfin voilà, il y a une belle lumière. J'étais loin, au téléobjectif. Ça écrase les perspectives, vous le voyez. Les passants qui sont devant, ils sont assez loin pourtant du skater. Mais là, j'ai eu tout le loisir vraiment de composer mon image, de me mettre à l'endroit que je voulais et d'attendre que le skater fasse sa figure. Et j'ai déclenché au moment que je voulais. Vraiment, c'est pas un accident. J'ai peut-être poireauté 5 minutes, je sais pas. Mais quand on a l'occasion de voir quelque chose, déjà dans l'idéal, si on pouvait le prendre en photo direct, ce serait génial. Mais c'est pas toujours le cas. Faut pas avoir peur de rester un peu, de chasser, dans le bon sens du terme, d'être à l'affût. Voilà. Euh, je suis presque au bout. On revient à l'œil, bah oui, effectivement. Le regard, c'est ce qui fait la force, oui. Bah. Mais ça se cultive, ça se travaille, vraiment. Je pense qu'il y a des choses qui se travaillent. Alors on a beaucoup, oui, parlé de lumière, mais il y a aussi l'ombre. Là, exemple typique.
Je suis à un événementiel d'entreprise où il y a un spectacle. Un funambule entre les deux tours du bâtiment, assez improbable. J'aurais pu, et je l'ai certainement fait, je l'ai fait, zoomer sur l'artiste. Parce que, voilà, waouh. Euh, mais, des fois, quand on sort un peu l'œil du viseur et qu'on regarde autour, on voit d'autres choses. Et là, cette ombre portée, je trouvais ça magnifique et j'ai juste dézoomé ou reculé, mais je l'ai intégré dans ma composition parce que, je sais pas, je trouvais ça intéressant. Donc, des fois, juste en prenant un peu de recul, on tombe sur des choses intéressantes. Et d'ailleurs, oui, un conseil intéressant, si vous êtes en reportage sur un sujet, pas sur une série, enfin, mais vraiment un sujet, comme un journaliste, et vous devez faire des photos. Il y a des figures imposées, il y a des choses absolument à faire. Une course, on va photographier l'arrivée, les vainqueurs, le podium, le départ, que sais-je, mais en permanence, demandez-vous si je ne devais faire qu'une seule image, laquelle serait-elle? Voilà. Euh, si vous arrivez à tout intégrer en une image, sans légende, sans explication, et que ça raconte le moment, pour moi, c'est gagné. Voilà. Le plus dur chez un photographe, c'est vraiment de retenir l'essentiel. Et il faut s'exercer à ça. Ça sert à rien de saouler les gens avec plein d'images. Il faut faire la bonne image. Et des fois, la bonne image s'autosuffit parce qu'elle raconte tout. Alors, tiens, ben, Cathy, une image que j'aime bien. Je sais pas si tu es encore là, mais voilà, ça c'était une séance d'engagement à La Rochelle. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de choses. J'aime le vélo, donc ben, il y en a dedans. Il y a une roue derrière. Ils sont positionnés à un certain endroit. Il y a une composition. Enfin, il y a une recherche, hein. Après, c'est des séances photographiques. On peut se permettre de construire. J'ai pas volé cette image. Mes modèles, mes clients se sont mis là et on a un peu discuté. Après, ils m'ont oublié. D'ailleurs, c'est tant mieux. J'aime bien quand on m'oublie. Mais des fois, eux ne sont pas timides, ça va. Mais quand on met aussi des éléments entre soi et le sujet, ils se lâchent. Faites le test comme dans les dessins animés, mettez-vous derrière un tronc d'arbre ou que sais-je. Là, j'étais derrière les vélos, et ben ça participe au naturel. Voilà. Et tiens, ben voilà, encore une autre photo assez simple, hein, mais que j'aime bien parce que je la trouve assez efficace. Les photos de grossesse. Euh, on dépasse de 10 minutes, mais je vous promets, on est presque à la fin. J'aurais pu faire très compliqué à coup de flash. D'ailleurs, j'ai pas du tout évoqué les flashs ce soir. Enfin, il y aurait tant à dire. Euh, là, j'ai cherché déjà bah, la fenêtre. Rappelez-vous la fenêtre de Vermeer de Delft, une lumière douce qu'on a, qui met vraiment en valeur une tendresse de l'instant. Euh, Bébé n'est pas encore là, on l'attend. Le père, futur père, a un rôle à jouer. Enfin, je savais pas comment. Bah tiens, on revient en une image. Si je vais raconter quelque chose, c'est ce que j'ai essayé de faire là. C'est-à-dire que cette séance, je sais pas, j'ai peut-être livré peut-être 200 images différentes, hein, on a fait plein de trucs, mais là, je dis, qu'est-ce qui caractérise la grossesse à un certain stade, hein. Je sais pas combien de mois elle est, mais c'est l'attente. L'angoisse, l'attente, c'est plein d'éléments. Ah oui, Cathy, excuse-moi, oui. Non, non, j'ai hâte de pouvoir photographier votre mariage. Donc, ouais, si je reviens à cette photo de grossesse, j'ai voulu symboliser l'attente et dans la composition, je me suis servi du landau pour faire une ligne de force qui dirige vers la future maman. Enfin, je sais pas, j'aime tout dans cette image, dans sa composition, dans plein de choses, et je trouve qu'elle résume beaucoup d'éléments. Après, les, nos images ne nous appartiennent pas. Ah, j'ai plus de vidéos sur le stream, ça a l'air de déconner grave. Merde. Ah ah ah. Ah ouais, je suis très très faible. Wow. Voilà, je suis de retour. Ah, de toute façon, on a bientôt fini. Alors, ouais, ça revient. Donc, ouais, je suis un peu figé là. Ta, ta, ta. Passons. Ah, je crois que c'est une des dernières images de ma présentation. Voilà, un instant fugace à Venise. Un gars torse nu, un gondolier, ça a duré une seconde, mais j'avais l'appareil en bandoulière et je savais pas ce qui se passait, ce qui allait se passer. C'était là, je l'ai pris en photo. C'était presque un réflexe reptilien. Des fois, il faut être dans cette disposition-là, devenir un peu animal pour oublier le côté parking technique et être un peu plus pilotis. Voilà.
Impeccable. Ben, j'ai fini avec 13 minutes de retard, je suis désolé, avec un petit côté qui fige. Je vais voir si je suis toujours en ligne. Ouais, c'est moyen, hein. Voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Eh bien, que j'étais content de vous retrouver même virtuellement, que j'espère vous avoir appris des choses, vous avoir donné également envie de faire des choses. Et après, c'était une première, je ne sais pas comment décliner ce format. J'ai l'impression d'avoir oublié plein de trucs, c'est pas très grave. L'important est dans l'intention. Euh, le photographe est souvent solitaire et là j'ai l'impression d'avoir un peu plus partagé les choses et j'étais content de vous voir. Là, bah, il y a Steph qui me dit que c'était cool, bah, tant mieux. Bah, écoutez, voilà. C'est moi qui vous remercie d'avoir été là. Je vais euh, vous quitter. Alors, est-ce que j'ai prévu une fenêtre de sortie particulière? Je peux revenir. On m'entendra toujours au générique du phare du bout du monde, avec le bateau qui arrive et ce côté un peu mégalo avec le nom de la société qui arrive en grand. Ouais, ça pourrait être. J'aurais dû mettre fin, ça aurait été encore mieux, mais bon. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle nuit. Faites de belles photos. Et puis n'hésitez pas. Ah oui, on pourrait faire ça, idée. Vous me les envoyez en commente et on en parle. Voilà. Belle nuit à vous. Merci d'avoir été là.